les réseaux sociaux jouent un rôle tellement crucial dans notre rapport au monde. Je trouve qu'on n'a pas encore commencé à évaluer à quel point ce changement est comme fondamental même dans l'espèce de trajectoire de l'espèce humaine. C'est peut-être un peu trop compliqué pour, je sais pas comment dire, mais essayer de le vulgariser. À quel point notre rapport à la culture est différent qu'avant, tu sais. Ben, il est différent, il était différent. Les réseaux sociaux, on a un peu plus que 20 ans, là. Tu sais, ça a commencé vers la fin des années 90. Et les gros noms, là, comme Facebook, ça, est arrivé en 2004. Twitter, qui est rendu X, est arrivé en 2006, si je me trompe pas. C'est là depuis plus que 20 ans. Fait que c'est long et c'est pas long à la fois dans l'histoire. Mais une chose est certaine, c'est que les réactions qu'on a dans ces réseaux-là, c'est des réactions de foule, c'est des réactions de groupe qu'on étudie en psychologie sociale, tout ça depuis la fin du 19e siècle. Yo, ici Mounir Kadouri pour le balado Empreinte numérique. Cette saison, on rencontre des élèves de l'école secondaire Édouard Montpetit pour discuter du thème « Zéro toxique dans ton univers numérique ». Avec des experts, on explore comment créer un environnement plus positif en ligne et quoi faire quand ça déborde. Bonjour tout le monde, on est avec Nadia Sarayoko qui est professeure à l'École des médias de l'UQAM. Merci beaucoup d'être ici. Merci. Puis on est avec des élèves, Emma, Kalina, pour avoir une discussion un peu sur comment on construit notre environnement numérique, notre algorithme, notre rapport à la culture. Puis j'aimerais commencer, tu sais, vous, comment vous consommez les réseaux sociaux, votre rapport aux médias sociaux? Est-ce que vous avez cette idée de construction de votre espace numérique? Est-ce que vous sentez que comme vous subissez ça plus? Est-ce que vous savez que comme vous pouvez construire comme qu'est-ce que vous voyez en ligne? Je pense que je peux construire, mais il y aura toujours les choses qui me plaisent pas vraiment du tout. C'est juste que les lieux parfaits, ça existe et existera jamais, à mon avis. Ben, moi, j'essaie tout le temps j'essaie de programmer mon algorithme pour que ça me propose des contenus que j'aime puis éducatifs, tu sais, pour pas juste scroller. Mais à chaque fois, il va avoir entre deux vidéos sur, mettons, les dinosaures ou un fait historique, il va toujours avoir une vidéo soi-disant divertissante qu'ils vont proposer parce que leur but, c'est d'influencer. Leur but, c'est de te rentrer dans leur jeu. C'est que tu passes le plus de temps sur l'application. Ça fait un bout, là, tu sais, qu'on se dit, hey, il y a des mouvements là-dessus, super positifs des fois, mais vraiment, on en voit des traits négatifs dernièrement qui se font. Et ça, c'est clair que ça va influencer beaucoup, hein, parce que avec le taux d'adhésion, le nombre de monde qui sont là-dessus, quand il part une vague là, de quelque chose, ben on la ressent partout. Puis des fois, on la voit pas cheminer dans la société, mais elle influence comment qu'on se sent. Fait que je pense que c'est un peu ça qu'il faut mesurer en ce moment. C'est, oui, on est comme contaminé, si tu veux, tout le temps par plein de choses, par plein de tendances, par plein de vagues. Est-ce que des fois, vous les voyez, vous les percevez, ces vagues-là, ces espèces de mouvements collectifs, tout le monde parle d'un sujet ou tout le monde est... Ben, évidemment, il y a tout le temps des tendances sur les réseaux sociaux, puis j'ai l'impression que ces tendances-là sont motivées par je veux me fondre dans la masse, mais pas me fondre dans la masse, mais je veux m'intégrer. Mm-hmm. Donc c'est surtout un mouvement de moutons, j'ai l'impression. L'appartenance, je veux appartenir. Ouais, c'est drôle, là, je disais, quand on a parlé, est-ce qu'il faut que je te sorte ma citation préférée? Un sociologue, Georges Simmel, qui disait, tu sais, que dans la mode, on fait comme les autres pour se distinguer. C'est grossement, là, résumé, mais sauf que c'est un peu ça aussi, hein, tu sais, les challenges, puis tout, on fait comme tout le monde. Pourquoi? Pour dire qui on est. C'est un peu paradoxal, hein, si je peux me permettre. À mon avis, c'est aussi comme le mouvement de mouton. C'est qu'on fait pour se sentir intégré dans la société au total, mais en vrai, ça donne rien que de sentiment d'être appartenir à quelque chose. Et est-ce que comment ces réseaux sociaux, ces plateformes sont conçues, ça impacte aussi comme la nature de ces trends-là, comment ils se diffusent? Tu sais, est-ce que toi, tu étudies ça vraiment? L'architecture d'une plateforme va donner place à différents mouvements, tu sais? Oui, on a remarqué avant même que X, là, quand c'était Twitter, avant que Elon Musk là, développe autrement, déjà on remarquait que c'est une machine. J'ai fait ma thèse à partir des données que j'ai prises sur Twitter. Puis on remarquait que c'est des machines à marketing. Fait que quand ils partent à diffuser quelque chose, il y a un emballement qui se fait, qui est fait pour rendre quelque chose populaire. Mais des fois, ils rendent des choses extrêmement négatives populaires, du harcèlement, par exemple, contre des personnes. Des fois, ils vont rendre populaires des tendances qui sont nocives, qui peuvent vous mettre en danger, parce que c'est des algorithmes qui
qui repèrent là, dans leurs mots-clés, genre qu'est-ce qui est le plus populaire, qu'est-ce qui a été le plus partagé, qu'est-ce que le monde like, qu'est-ce que le monde a plus vu, puis ils te le présentent à l'infini. C'est un peu ça le problème. Avez-vous entendu parler de la Ligue du LOL? Oui. Oh oui. Ce que tu nous amènes là, la Ligue du LOL, c'était en fait, ça se passait entre Twitter et un groupe Facebook qui était rendu à plusieurs milliers de personnes. C'était des gens qui travaillaient dans le milieu des médias et qui s'amusaient à ridiculiser entre autres des femmes, etc. Puis tout ça. Des minorités, des femmes, des hommes noirs, homosexuels, tout ça. Donc, vraiment, ils attaquaient avec des stratagèmes, des fois assez développés, juste pour humilier quelqu'un. Puis c'était même pas comme des jeunes, là, c'était des hommes, en majorité des hommes de 20-30 ans. Qui travaillaient, qui avaient l'air respectables et qui trouvaient que c'était amusant de ridiculiser des personnes, soit parce qu'ils trouvaient que leur occupation était un peu banale ou parce qu'il y avait des différences. C'est assez horrible quand on y pense. Ce qui m'affecte le plus, c'est de voir, mettons, des contenus haineux envers les personnes LGBT, envers les minorités. Parce que je me sens un peu impuissante. Étant moi-même une minorité, je me sens un peu impuissante face à ça, puis j'ai l'impression de ne pas faire mon devoir en tant que part de la communauté. Kalina, il y a quoi que on parlait avant l'enregistrement, c'est que là, tu as arrêté les réseaux sociaux à fil algorithmique. C'est quoi qui a motivé cette décision? Ben, en premier, ça m'a motivé beaucoup parce que ces vidéos typiques qui sont faites comme pour prendre mon attention, c'est comme si c'était le casino. C'est intéressant de continuer, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu vas voir encore après? Mais en vrai, ça n'a pas de sens. Donc, je l'ai abandonné. Mais en fait, les réseaux sociaux sont souvent comparés aux jeux d'argent, à la drogue, à l'alcool, tout ce qui est addictif, parce que c'est prouvé que les réseaux sociaux stimulent la dopamine, qui est l'hormone du plaisir, puis qui va être stimulé dans tous les trucs addictifs parce que c'est quelque chose, c'est comme une récompense. C'est un truc qui va venir rapidement. Des petites doses. Des petites doses instantanées. Et donc, comme la petite dose va pas être suffisante pour toi, tu vas vouloir continuer. Et regarde, on publie quelque chose, là, puis c'est exactement le mécanisme, là. Il y a des scientifiques qui l'ont décrit. On dit, tu sais, tu publies une vidéo ou tu publies, admettons, un commentaire. Puis là, t'attends de voir si tu as des likes. Puis là, tu surveilles, t'espères que ton téléphone va buzzer énormément souvent parce que ça veut dire que tu es en train de vraiment atteindre un bon niveau de likes là-dessus. Et ça nous capte, puis ça fait qu'on n'est pas capable de se concentrer sur autre chose. Tu sais, ce que tu disais, là, le fait qu'on se trouve des fois capté de façon, je dirais, malsaine, ben ça fait que, supposons que tu veux faire une autre activité, tu veux lire, puis tout ça, mais tu sens que ton téléphone buzz tout le temps. Ça te garde dans un état de cette semi-concentration qui est jamais complète. J'avais vu quelque part qui disait que n'importe quoi qui est pas un pic de dopamine après une longue durée des réseaux sociaux, n'importe quoi qui n'est pas ça, va paraître nul, anodin, puis c'est pour ça qu'à la fin... Ça vaut pas la peine. Ben c'est ça. C'est pour ça qu'à la fin, mettons, de beaucoup scroller sur les réseaux sociaux, on va avoir l'impression d'être comme mou, d'être déconnecté de la réalité. T'es fatigué, ça te vide, c'est ça qui arrive aussi. Pourquoi c'est valorisé par les plateformes de nous mettre face à du contenu négatif? De où est-ce que ça vient, cette... Oui, tu te demandes. Ben, en fait, c'est parce que il y a la monétisation de ça, puis ça a commencé assez tôt. Là, on est en 2026. Autour de 2015, Facebook avait déjà compris que qu'est-ce qui vous faisait vous engager plus avec les contenus? C'était la colère, puis le « ouais ». Tu sais, quand ils ont rajouté des émoticônes, au début, tu fais juste ces like, dislike. Au début, c'était juste like. Ensuite, on a commencé à vous rajouter des variétés d'émojis. Et là, on est arrivé avec un petit émoji bien fâché, rouge, puis un qui faisait « ouais ». Et là, qu'est-ce qu'on a su quand il y a eu des enquêtes puis des gens qui ont quitté Facebook puis qui ont commencé à bavasser, c'est que quand on analyse ça, on donnait plus de points à les publications que vous aviez mis un bonhomme fâché ou un bonhomme qui faisait « ouais ». Fait que ce qu'on se disait, c'est donc, qu'est-ce qu'on te représente le plus? Ce qui te met en Moses ou ce qui te fait faire « je peux pas croire ». Ben, c'est l'outrage et la colère. Moi, je pense que c'est vraiment comme l'idée générale de vidéos divertissantes, de faire ressentir les émotions les plus fortes, puis au total, justement, parce que dans l'humain, on a les hormones, on a les émotions, puis les émotions, c'est une chose qu'on soit peut contrôler, soit peut pas, ça dépend de personnalité, mais les émotions fortes sont les plus difficiles à contrôler, puis sont les plus forts, comme ils réagissent sur un corps humain le plus fort.
Donc, à mon avis, c'est vraiment comme une chose qui est vraiment comme le but de faire ressentir des émotions totales. Oui. Le contenu qui m'affecte le plus mentalement puis émotionnellement, ce sont, je pense, le contenu de la guerre en Ukraine, entre la guerre de l'Ukraine et la Russie. Parce que c'est quand même le fait de se battre contre les mêmes personnes, les mêmes nations, comme c'est presque les mêmes nations, le Russie et l'Ukrainien. Ben, les autres peuvent dire le contraire, mais à mon avis, c'est comme, ça doit être les frères, ça doit pas être les ennemis, comme, ça n'a pas de sens à mon avis. Quelle stratégie de contenu qu'on voit qui sont utilisées comme abondamment pour susciter ce genre de réaction, ou peu importe le type de réaction qu'on voit en ligne, tu sais, je pense que c'est rendu là en 2026, c'est des mécanismes qui sont assez connus, qui commencent à être étudiés. Oui. Ben écoute, je veux dire, tout ce qui touche, là, tu sais, le défi, je dirais même là, de se mutiler, ben c'est encore une stratégie qu'on emploie. Hein. Le dernier film de Quentin Dupieux, je le dis parce que là, les jeunes étudiants, allez voir ça, là, l'accident de piano, nous ramène aussi à l'idée de ces influenceurs qui se font mal pour attirer des visionnements. Puis comment est-ce qu'on les appelle? Dans certains cas, on va les appeler des lol cows. Cows comme une vache. Hein? Donc, on va traire au maximum tout ce qu'ils peuvent faire pour nous faire rire, pour nous choquer, pour nous faire « Ah, t'es bien con! » Tu sais, c'est la réaction qu'on veut parce que cette réaction-là est forte aussi. Ça n'a rien de sain, c'est absolument pas souhaitable, mais c'est plus fort que nous, on retourne voir ce genre de contenu-là. On dirait qu'on aime ça quand ils s'en prennent à eux, puis qu'on aime ça aller voir ce genre de choses-là. Et on l'a vu beaucoup dans les dernières années. Écoute, il y a combien de ces contenus-là qui ont mené même des influenceurs à avoir des comportements dangereux qui, des fois, vont les mener à l'hospitalisation, des fois même à leur décès. Tu sais, là, c'est ça, on parlait des mécanismes qu'on voit en ligne qui sont utilisés soit par des influenceurs ou par des audiences, par des groupes, des gens. C'est quoi les outils qu'on peut avoir pour comme les remarquer, les déjouer, juste comme se rendre compte des dynamiques qu'on observe sur les réseaux sociaux? Bien, déjà, ce que je recommanderais là, à tout le monde, c'est de désactiver les notifications. Déjà, quand vous voulez justement ne pas voir des contenus, c'est une bonne chose à faire. Et un média qui est particulier, c'est TikTok. Mais vous savez que TikTok, quand vous allez dans la petite roue qui est vos paramètres là, pour la confidentialité, tout ça, il y a des paramètres de bien-être puis de santé mentale aussi. Des fois, je conseille aux gens peut-être, quand vous voyez que vous l'utilisez trop, de vous mettre une limite de temps. Vous pouvez vous mettre une limite de temps avec un mot de passe. Puis TikTok met dans cette section-là aussi des conseils pour les utilisateurs afin de retrouver un peu de paix d'esprit. Et ce que je conseille souvent aux gens aussi, c'est des fois d'enlever, quand une application là, est sur votre appareil mobile puis qu'elle vous semble vraiment trop prenante, enlevez-la pour un certain temps, juste pour voir, puis regardez le temps que vous regagnez. Et ça, c'est, je pense, pour tous les groupes d'âge. En vrai, avant d'enlever ces applications de ma vie totalement, c'est vraiment bon de sentir ne pas être toujours dans l'état d'alerte. Et après, ça continuait que je essayais de supprimer, je le réinstallais, je le supprimais, je réinstallais, puis après, enfin, je le supprimais, puis c'était mon total supprime. Donc, sur ces sages paroles, ça m'a fait à notre discussion. Merci beaucoup d'avoir participé. Bonne deuxième moitié d'année, puis merci beaucoup d'avoir participé à la discussion, Nadia. Bien, ça m'a fait plaisir. Quelle belle rencontre. Donc, vous pouvez vous abonner à la chaîne, regarder les autres épisodes de la chaîne, puis consulter toutes les ressources qui sont disponibles dans la description de l'épisode. Bye! Empreinte numérique est une production de Printemps numérique et soutenue par le Secrétariat à la jeunesse du Québec.